Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle mesure forte du président Kais Saied en Tunisie. 57 juges ont été limogés par le chef de l'État. Il les accuse notamment de corruption. La hausse des prix des carburants en Côte d'Ivoire. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, une augmentation du prix du litre du super sans plomb a été observée. Il se chiffre désormais à 735 francs CFA. Et puis un projet de numérisation des services de santé au Rwanda, une ambition dévoilée par les autorités et qui devrait se concrétiser d'ici 2024. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz devrait prochainement comparaître devant la justice. L'ancien chef de l'État avait été inculpé en 2021 avec 11 autres personnes pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite. D'après l'un de ses avocats, je cite, le juge d'instruction a décidé de renvoyer ces personnes inculpées pour corruption devant la cour criminelle du tribunal de Nouakchott. Toutefois, aucune date n'a été fixée concernant la tenue de ce procès. Rappelons que depuis son inculpation, l'ancien président dénonce un règlement de compte. C'est une mesure destinée, je cite, à purifier le système judiciaire. En Tunisie, le président Kais Saied a décidé ce 1er juin de limoger 57 juges. Ils sont accusés de corruption ou encore de dissimulation d'affaires terroristes. Sur la liste des personnes concernées figure notamment Youssef Bouzaker, l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails avec Océane Kouassi. 7 juges révoqués en Tunisie. L'annonce a été faite ce mercredi 1er juin par le président Kais Saied. Ils sont accusés de corruption, de dissimulation d'affaires terroristes ou encore de collision avec les partis politiques. Parmi eux, des membres de l'ex-conseil supérieur de la magistrature tunisienne et des juges en charge du dossier, dits des services secrets. Il est inacceptable que les palais de justice soient devenus des lieux sans justice. La responsabilité et le devoir nous poussent à prendre une décision historique. On ne laissera pas le peuple tunisien et l'État tunisien dans cette situation. Cette décision a été rendue possible grâce à l'amendement de la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature, l'autorité de tutelle de la justice tunisienne. Celui-ci précise que la révocation doit être affectée sur la base d'un rapport justifié par les autorités compétentes. À ce propos, le président Kais Saied affirme que le processus a été respecté. Nous avons donné de nombreux avertissements et occasions à la magistrature de se purifier. Nous ne pouvons pas purifier le pays de la corruption et du non-respect de la loi tant qu'une purification complète du système judiciaire n'est pas mise en œuvre. Un décret officialisant le limogeage des juges a été publié dans le journal officiel tunisien. Cette annonce intervient à quelques semaines du très attendu référendum constitutionnel prévu pour le 25 juillet prochain. Depuis que le président Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, la Tunisie, berceau du printemps arabe, fait désormais l'objet de nombreuses incertitudes et inquiétudes dans son avenir démocratique. L'actualité, c'est aussi la mort d'un militaire et de 4 volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Une information divulguée par l'armée dans un communiqué. La même source précise que ce drame s'est produit ce jeudi 2 juin alors que les forces de défense et de sécurité déjouaient une tentative de pillage de plusieurs boutiques par des groupes d'individus armés. L'incident est survenu dans la ville de Djibo, située dans la province du Soum. Le communiqué indique également que 8 militaires ont été blessés et que 7 assaillants ont été neutralisés. C'était le 13 mars dernier, l'armée sénégalaise annonçait le lancement d'une opération en vue de démanteler des bases de la faction Mouvement des forces démocratiques de Casamance de Salif Sadio. Une offensive qui n'est pas sans conséquences pour la population. Depuis le début de cette opération, plus de 6000 déplacés et réfugiés ont été recensés en Gambie. Robin Lozano. Plus de 6000 réfugiés sénégalais sont arrivés en Gambie en l'espace d'une semaine. Depuis le cessez-le-feu en 2014, les séparatistes de Casamance n'étaient que très peu actifs, mais de récentes attaques de leur part ont poussé l'armée sénégalaise à lancer une nouvelle offensive dans la région. Des affrontements qui ont eu pour conséquence sur la population cet exode massif vers la Gambie voisine. Sur place, la Croix-Rouge gambienne leur a fourni des abris de fortune, mais les conditions de vie sont particulièrement difficiles.
Nous avons fui à cause de la guerre. J'entendais régulièrement des coups de feu. C'étaient les militaires et les rebelles qui s'affrontaient. Il est vrai qu'on ne pouvait pas les voir, mais on entendait les tirs. Ce n'était pas sûr de rester dans cet environnement. Les gens qui nous ont accueillis dorment avec nous. Ils n'ont aucune intimité à cause de nous. Le gouvernement gambien nous a aidés en construisant les tentes que vous pouvez voir là-bas, mais il fait très chaud à l'intérieur. Badjié n'est pas le seul à constater le manque de soutien dont bénéficient les réfugiés sénégalais sur le sol gambien. La plupart jugent l'aide humanitaire insuffisante et trop lente. Il manque de nourriture et aujourd'hui aucune solution n'a encore été apportée pour le suivi scolaire des enfants sénégalais. Beaucoup d'enfants ont arrêté d'aller à l'école depuis qu'ils ont fui leur village au pays avant l'examen. Ils ont dû fuir à cause des conflits. Ça me fait mal, ils ne peuvent même pas aller chercher des noix de cajou pour les vendre et les manger à cause des militaires. Cette situation difficile risque de durer. Pour l'heure, il est impossible de déterminer quand les combats entre les séparatistes et l'armée cesseront, et donc quand les réfugiés sénégalais pourront rentrer chez eux. Jusqu'au 4 juin, la ville de Sharm el-Cheikh en Égypte abrite les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. Un rendez-vous placé sous le thème « Au-delà du rétablissement, garantir la résilience et la durabilité ». Ministre de l'économie et des finances ou encore dirigeants du secteur privé y participent en vue de réfléchir à des stratégies de relance économique post-Covid. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Comment promouvoir une croissance économique inclusive post-Covid-19 en Afrique tout en favorisant les emplois et les investissements durables? Tel est l'un des enjeux des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se déroule du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Les experts des pays membres de l'institution financière ont recommandé au gouvernement et aux entités de crédit de miser sur les microfinances pour favoriser une croissance inclusive et équitable en milieu défavorisé. L'affaire n'est pas d'assurer des prêts à des conditions favorables uniquement. Il faut que tout le système, l'écosystème et la structure existante puissent assurer une vie décente aux fermiers. C'est une question de vie ou de mort. En cette période de pandémie de Covid-19, la Banque islamique de développement a initié des instruments flexibles de financement basés sur la solidarité entre les États membres. Des initiatives qui permettent aux régions en proie à la pandémie et à l'insécurité de soutenir les populations locales. Pour les acteurs, ces financements basés sur les principes islamiques sont mieux adaptés pour la relance économique post-Covid-19 en Afrique. La Banque islamique de développement qui est engagée à ces objectifs nobles en conformité avec les principes islamiques qui appuient les populations pauvres, mais aussi qui réfléchissent sur la manière d'atténuer la pauvreté. Pour rappel, les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement se tiennent cette année dans un contexte de bouleversement économique et géopolitique majeur, caractérisé par le déclin de croissance lié à la pandémie de Covid-19. Depuis ce 1er juin, les Ivoiriens font face à une hausse des prix du litre du super sans plomb. Il est désormais vendu à 735 francs CFA contre 695, soit une hausse de 40 francs CFA. Une augmentation notable qui intervient dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, des mesures ont été prises par les autorités. Plus de précision dans ce sujet de Cher Omar Kamara. Tenant compte des renchérissements des cours des barils de pétrole sur les marchés internationaux depuis quelques mois avec une incidence sur les prix des produits pétroliers, l'État de la Côte d'Ivoire a décidé de répercuter une partie de la hausse sur les prix à la pompe du super sans plomb. Celui-ci connaît désormais une hausse de 40 francs CFA le litre. Celui du pétrole lampant, une hausse de 30 francs CFA. Une mesure qui peut susciter des interrogations. Cette énième augmentation-là peut susciter, on va dire, beaucoup d'interrogations. Parce que le consommateur même lambda en Côte d'Ivoire n'arrive
pas véritablement percevoir les leviers qui justifient ces augmentations-là. Voilà. Notamment lorsqu'on sait qu'il y a eu des périodes où le prix du baril avait atteint un niveau assez bas, où on avait des niveaux records de $20 le baril. On n'a pas assisté à une baisse énorme du coût du carburant. Cette revalorisation des prix des produits pétroliers permettra à l'État ivoirien de maintenir la viabilité des activités du secteur et de garantir un approvisionnement correct et durable du pays. La bonne stratégie dans tout ça, c'est que le gouvernement a décidé de subventionner le gasoil pour permettre quand même de le maintenir à un niveau assez acceptable et permettre ainsi de ne pas avoir une trop grande incidence sur le coût, on va dire, du transport de façon globale et surtout sur le coût des denrées alimentaires qui, elles, depuis un certain temps, ne font que connaître des taux d'inflation assez élevés qui tournent autour de 10%, on va dire, chaque mois. Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire, le gouvernement a subventionné le prix des produits pétroliers pour un montant de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022 et fait une subvention additionnelle de 64 milliards de francs CFA pour le mois d'avril 2022. L'État a consenti à cet effet au total un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022. Au Rwanda, les autorités entendent numériser le système de santé d'ici 2024, un objectif affiché par le secrétaire permanent du ministère de la Santé, Zake Yakaremye, lors de la 2e édition du symposium sur la recherche et les politiques en santé, coût estimé de ce projet d'envergure 34,3 millions de dollars. Marie-Raphaël Antolo. À l'occasion du lancement du symposium sur la recherche et les politiques en santé 2022, le Rwanda a annoncé dans les prochains mois la numérisation de l'ensemble de son système de santé d'ici 2024. Un projet qui, selon l'exécutif, permettra de donner une identité numérique à chaque patient pour améliorer les services de santé. Selon le secrétaire permanent du ministère de la Santé, Zake Yakaremye, l'objectif est d'avoir toutes les informations sur les patients en un seul endroit et de les numériser tout en mettant fin à la paperasse. Le but est d'introduire le processus tout entier de suivi sanitaire de l'enregistrement du patient, incluant la consultation jusqu'à la décharge. Par ailleurs, les pharmaciens communautaires seront également intégrés et auront un lien pour voir les précédentes prescriptions médicales faites par les autres docteurs qu'a rencontré le patient et lui assurer un meilleur suivi. D'après une précision des autorités médicales, au Rwanda, les patients sont encore tenus de porter des registres médicaux physiques. Plus de 400 des 513 établissements de santé du pays disposent d'ordinateurs qui peuvent aider à stocker les données des patients. À cet effet, le gouvernement a lancé la numérisation des données médicales dans les hôpitaux de districts régionaux et de référence. Cependant, il reste encore des milliers de carnets médicaux papier en attente de numérisation. Être à même d'obtenir tous les dossiers médicaux de toutes les cliniques où est passé un patient permettra d'apporter un niveau de précision plus clair aux médecins sur l'état d'un patient. Soulignant que dans sa phase initiale, le projet coûtera environ 12 millions de dollars américains avec des coûts totaux prévus à 34,3 millions de dollars américains à long terme. Ce projet de numérisation du système de santé selon les autorités s'aligne sur le plan stratégique One Health 2 du pays sur la période 2019-2024. Dans l'actualité sportive à présent, le Nigeria ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde féminine de basketball. Dans un communiqué paru ce 2 juin, la FIBA indique avoir été notifiée d'une décision prise par le président nigérian Muhammadu Buhari. Décision selon laquelle la Nigeria Basketball Federation ne prendra part à aucune compétition internationale et autres activités liées à ce sport, et ce pour les 2 prochaines années. En cause des problèmes de gouvernance au sein de la fédération. Pour assurer le bon déroulement de cette compétition, la FIBA a invité le Mali à y prendre part. Rappelons que le mondial féminin de basketball doit démarrer en septembre 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.